Les premières fois où je me suis retrouvé dans le Kéra, je me suis retrouvé vraiment dans des états que je recherchais depuis très longtemps. J'ai toujours été attiré par la nature et par l'eau, mais ce territoire du Kéra m'a vraiment apporté quelque chose de plus fort que ce que j'avais vécu avant. Pour moi, la biodiversité dans le Kéra, ça commence par la géologie très variée dans le Kéra, qui amène la variété au niveau botanique, animal, et aussi au niveau de l'eau. L'eau traverse le Kéra en partant du Viso. L'eau dévale ses pentes dans des milieux très spécifiques, puis traverse le Guil, tous ses affluents, et finit donc au niveau de la Durance. Le Kéra, pour ça, est un concentré passionnant de milieux différents, qui vont de lacs d'altitude, des tourbières, des sources, aux torrents qui dévalent et qui vont jusqu'à constituer donc la rivière principale qui est le Guil, qui draine l'ensemble. Chaque milieu abrite une faune, des invertébrés très particuliers, des animaux qui viennent parce qu'on a une tourbière, parce qu'on a un lac, parce qu'on a un torrent. Cette diversité de milieux constitue la trame de la biodiversité au niveau du Kéra. La deuxième chose caractéristique du Kéra, le Kéra est un bon réservoir en eau, il y a une bonne ressource en eau, mais très particulier dans ce sens où il se fait par à-coups. Donc l'hiver ou à d'autres périodes, la pluie ou la neige arrive de manière très importante. En dehors de ces périodes de précipitation, on a des grandes périodes d'assec. Il y a eu une nécessité d'adaptation des animaux, des adaptations souvent extrêmes à des milieux qui sont durs, des adaptations très, très particulières comme cet invertébré qui a des ventouses pour s'accrocher. Il vit dans les zones où il y a énormément de courant. Donc moi je me suis particulièrement concentré sur la truite du Guil, qui a été la première qui a été analysée au niveau génétique. Et on s'est rendu compte qu'elle avait une spécificité propre au niveau génétique qui est liée à son adaptation depuis 10 000 ans dans ce cours d'eau. Et donc pour moi c'est ça, la biodiversité, c'est un ensemble d'écosystèmes riches, mais surtout avec des liens, beaucoup de liens et d'interactions à tous les niveaux. Mais la qualité des prairies du Kéra, c'est leur nombre de plantes au mètre carré, ce qui fait la richesse des pâturages. Et dans les montagnes, rien qu'avec un fourrage, on arrive à alimenter les bêtes. On n'a pas trop besoin de céréales pour compléter nos bêtes. Il y a toutes les plantes qu'elles ont besoin, quoi. Les expositions, l'altitude et les conditions climatiques qui fait la richesse de nos prairies. Mon exploitation, ça vient de famille depuis je ne sais pas combien, quoi. Mon grand-père avait des vaches, mon père a mis des ovins et moi j'ai continué l'activité ovine. J'ai toujours connu les belles prairies. Et c'est beau quand on promène au bord des champs de voir toutes ces fleurs et c'est magnifique. De voir ce nombre de fleurs, les lys orangés là qui sont aussi en fleurs, c'est magnifique. Ces prairies, pour moi, c'est déjà au niveau paysager, c'est chouette quoi, de pouvoir y venir, faire les foins ici, plutôt que dans une zone plate avec une route à côté. Quand on vient là, ça sent souvent la fin des foins. C'est un petit peu le milieu fin d'été. On est content d'y venir parce qu'on sait que c'est la fin, on profite un peu. On fait souvent venir les copains pour ramasser les bottes avec nous. Et même si c'est beaucoup de travail, un peu de stress, mais en général, c'est quand même notre moment de plaisir. Nous, on est dans une zone très en pente et souvent des endroits inaccessibles ou loin de la ferme en tout cas. Et donc c'est pour ça que quand on vient faucher, on a de l'outillage particulier, on a des petits tracteurs plus vieux que nous mais spécial pente. Et on a aussi à cœur de pouvoir partager un peu ces prairies dans le travail en proposant aux apiculteurs d'y poser leurs ruches. Ça c'est vraiment important
de se dire que les abeilles peuvent venir butiner ici et faire du bon miel. Et travailler en commun aussi, comme c'est des zones lointaines de toutes nos fermes, avoir le plaisir de demander l'aide de l'agriculteur voisin pour qu'il vienne botteler avec nous et nous qu'on endaine avec lui. Voilà. Mais les prairies qu'on fauche, ce qu'on attend d'elles, c'est qu'elles soient très appétantes, que les chèvres veuillent bien le manger. Et donc là, on tape en plein dedans parce qu'il y a beaucoup de fleurs. Souvent, on ne vient pas ni mettre de fumier ni quoi que ce soit. On ramasse, on fauche l'herbe et c'est tout. On continue à venir faucher, pas forcément parce que ça va nous apporter beaucoup de fourrage, mais aussi parce qu'on sait que ça entretient une certaine biodiversité. Et parce qu'on tient à le faire et qu'on a été aussi accepté sur ce territoire parce qu'on voulait continuer à le faire. On tient aussi à les entretenir pour l'aspect paysager parce qu'on sait qu'il y a des habitants historiques qui viennent promener et puis tous les touristes aussi qui sont attachés à cette image du Queyras avec des belles prairies fleuries. Pour moi, l'avenir, il sera tout l'un ou tout l'autre et ce sera des choix politiques. Ce sera pour les prairies, en tout cas, des choix d'installation agricole, ça c'est sûr, et des vrais choix avec vraiment de la prise de risque pour les communes. C'est de la politique locale et pour que l'espace agricole continue à être présent. Et si c'est fait, alors ces prairies-là continueront à être entretenues, c'est sûr, parce que l'importance est vite vue. Quand on se promène 5 minutes ici, on ne peut pas faire autrement que de se dire oui, il faut continuer à les entretenir. Mais je suis quand même assez sereine, je pense qu'on y arrivera. Bon, bien sûr, on est là pour assurer les gens, mais aussi là pour partager ce décor, pour partager les milieux dans lesquels on aime être. La rencontre, aller à la rencontre d'un milieu et du coup, quand on arrive, on regarde et puis on écoute et puis le côté aussi touché. Une approche qu'on a, nous, c'est une approche sensitive. Et le rocher, voilà, c'est le grain du rocher, c'est important, quoi. Et dans le Queyras, on a vraiment une grande diversité de roches. On part de 700 mètres et puis on monte jusqu'à 3008 là quand on va au Viso. Donc voilà, il y a une telle variété au niveau climat. Du coup, cette variété de conditions de vie, elles permettent aussi une grande variété au niveau des êtres qui y habitent, quoi, hein. On a la chance aujourd'hui d'observer des perdrix Bartavel qui sont au pied de la falaise là. Ouais, c'est cadeau tout ça, hein. Ça arrive. C'est des lieux, même si les présences sont discrètes, sont habités. Et du coup, de temps en temps, ces habitants ils se révèlent à nous et puis d'autres fois on ne les voit pas du tout. Ça atteste que quand on est dans un milieu, ce milieu il est habité. On doit aussi tenir compte de tous ces habitants là, y arriver sans trop les déranger. Il y a des sons qui nous parviennent et puis voilà, c'est des indications. On est aussi sensibilisé, touché par cet aspect-là quoi, du vivant. Hein. La gopède, là, les perdrix aussi. Et puis ça peut être aussi un chamois qui chuinte, ça peut être aussi un bouquetin qui fait rouler des cailloux. Voilà, tout ça, ça fait partie de ce qu'on vit au quotidien. Voilà, cet échange avec le milieu naturel. Le vivant, que ce soit le vivant animal, mais aussi les végétaux, qui sont aussi très présents jusqu'à très haute altitude. Hein, même à 4000 mètres, quand on grimpe une face sud, on arrive à trouver des fleurs, quoi. C'est des belles rencontres. Des espèces endémiques dont il faut tenir compte et s'occuper avant qu'elles disparaissent. Je pense qu'on a un rôle à jouer dans la sensibilisation à cette richesse, mais aussi à cette fragilité du milieu naturel. Donc à nous de jouer. Bon, j'ai toujours fait le berger toute ma vie, quoi. Beaucoup pour des patrons. Puis je suis arrivé à m'installer dans les années 90 à mon compte, quoi. Et je vis à Sillac depuis 21 ans, là. Je m'installe ici, quoi. Là où passe le mouton, il y a bien pâturé, il y a beaucoup plus de flore.
Pour la faune sauvage, c'est pareil. Il y a des zones, là, je connais, il y a des zones où il y a des coqs de bruyère qui nichent, quoi. Comme on a beaucoup d'espace sur l'alpage, on n'y va pas, quoi. Il m'est arrivé de trouver un nid de coq, où la poule était dessus les œufs en train de couver. Je mettais 3-4 filets de moutons pour pas que les bêtes aillent le déranger, quoi. Ça ne peut pas couver normalement, quoi. Nos brebis, notre troupeau, toute l'année, est en couchade libre. Ce sont les brebis qui couchent comme ça se faisait avant, en crête. C'est-à-dire que la brebis, naturellement, elle va dormir en crête par rapport à des prédateurs éventuels. Cette manière de garder ancestrale, nous préservons la montagne parce que, de fait, la montagne n'est pas draillée. C'est-à-dire que nous ne faisons pas de parc de nuit autour des cabanes. Le problème de ça, c'est que le troupeau est plus ou moins tous les jours ramené au même endroit. Donc ça crée ce qu'on appelle des drailles dans la montagne. Voilà, et ça abîme la montagne, même si effectivement les bergers, les éleveurs changent les parcs en faisant ce qu'on appelle des parcs tournants. Voilà, le coup de trop mettre les brebis au même endroit, on change l'histoire déjà de ça et de la flore aussi en même temps. C'est plus la mer qui va pousser, parce que va pousser de l'herbe grasse. Tu pars qu'un champ comme ça, on change l'herbe en fait. Ouais. Il y a de l'herbe qui disparaît, de l'herbe grasse qui ne devrait pas venir, elle vient parce que c'est trop fumé par exemple. Ouais. Et en fait sur les alpages, on voit des carrés ou des ronds de plus en plus. En fait c'est le rôle du berger, hein. Il gère son herbe l'été en montagne. Ce qui m'a attiré dans ce métier de forestier, c'est de pouvoir travailler déjà dans le milieu extérieur, d'être en forêt, et notamment dans ces forêts de montagne, puisque j'y ai grandi. Donc c'est vrai que de pouvoir y travailler à l'heure actuelle, c'est quand même un rêve. Et puis de pouvoir approcher différents aspects, soit la production de bois, la protection des milieux forestiers qui ont une forte valeur biologique, et puis l'aspect touristique, arriver à allier tout ça, c'est un côté très intéressant du métier. Je travaille en une partie de mon temps sur l'entomologie forestière, sur les insectes forestiers. Le fait d'inventorier ces insectes dans les forêts m'a amené à parcourir une bonne partie des vieux peuplements du Queyras pour aller chercher de ce type d'insectes et trouver des insectes qui peuvent être très rares à l'échelle nationale, mais présents ici dans le massif du Queyras. La forêt du Queyras elle est assez singulière parce que les essences forestières ici représentées, c'est quasiment essentiellement des arbres résineux liés à l'histoire et au climat de la zone. À partir de 1700 mètres environ, ça va être l'espace vraiment du mélèze en compagnie du pin sambreau, deux arbres emblématiques du Queyras, parce que très peu représentés à l'échelle nationale, mais très représentés par contre dans le Queyras. Le mélèze était beaucoup favorisé par rapport aux autres essences, parce que du fait qu'on a des peuplements forestiers très lumineux, beaucoup d'herbes au pied, donc il permettait de pratiquer le pastoralisme, mais également pouvoir couper du bois et utiliser cette essence qui a été utilisée beaucoup en charpente pour les constructions du Queyras. Alors dans le massif du Queyras, en raison du milieu de montagne, des difficultés d'accès, il y a beaucoup de secteurs qui ont été soit inexploités, soit très peu exploités, et en tout cas qui sont maintenant laissés, on va dire, en évolution libre. Donc c'est des secteurs où la forêt, on y est aujourd'hui. La forêt est à l'heure actuelle en évolution naturelle, c'est-à-dire qu'on laisse vieillir les arbres et on retrouve un peuplement avec des arbres qui sont morts sur pied et beaucoup de bois morts au sol. Donc on peut vraiment parler d'évolution libre de la forêt. C'est ce qui va nous permettre d'étudier, de retrouver toute la biodiversité finalement forestière sur une petite surface. Donc on va partir bien sûr des insectes qui sont dans le bois et qui participent à la décomposition du bois pour ensuite dégrader la matière et la renouveler. On va retrouver dans ces vieux peuplements des cavités qui vont être utiles à des oiseaux de montagne comme les petites chouettes de Tegmalm ou les chouettes chevêchettes. On peut retrouver aussi la biodiversité avec la présence du tétralyre qui sont quand même des espèces assez rares. Avec le casse-noix moucheté qui est une espèce fortement liée au pin sambreau
dans ces forêts d'altitude, au renouvellement du pin sambro. Sur l'aspect de la biodiversité forestière, je pense c'est vrai important de conserver ces îlots de sénescence, d'altitude ou autres, qui présentent tous les aspects, tous les milieux nécessaires pour conserver la biodiversité. Mais je pense aussi qu'il est important de l'intégrer, cet aspect-là, dans notre gestion courante, de conserver des arbres morts en forêt, de conserver du bois mort au sol, et ce malgré l'exploitation. Et c'est ce qu'on tend à faire à l'heure actuelle, et je pense que l'évolution elle est plutôt positive de ce côté-là. Mon passage sur ce territoire et sur la terre, je le conçois comme étant un facilitateur de rapport entre l'homme et le milieu aquatique et l'eau en général. Et j'espère pouvoir avoir travaillé sur ces territoires pour permettre aux générations futures d'avoir un meilleur rapport à ces milieux fragiles, de pouvoir les retrouver aussi dans un état correct et avec toute cette biodiversité et pouvoir encore s'émerveiller quelques générations encore devant ces territoires remarquables que sont les territoires des milieux du Kera.